Bonjour, alors moi c'est Thibaut, je suis le consultant un petit peu dépassé que vous pouvez voir sur les réseaux de d'Ezeria. Dans la vie je suis comédien et il m'arrive d'être aussi consultant pour des entreprises, pour animer par exemple des ateliers de team building. Et aujourd'hui on a décidé de créer un petit simulacre d'un premier rendez-vous avec Güler Rekik, la présidente d'Ezeria. L'idée étant qu'elle réussissent à me convaincre de devenir un salarié porté, comme ils appellent ça. Et donc voilà, on est avec Güler Rekik. Bonjour Güler. Bonjour Thibaut, bienvenue chez Ah bah c'est Zeria. gentil, merci. Comment Et vas-tu? bah ça va et toi? Très bien. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu, mais là c'est pour la caméra, donc on va dire bonjour, comment vas-tu? Comme tu le sais, je suis pas, je suis un peu novice, hein, je connais pas grand-chose sur le sujet, donc je vais être un petit peu celui qui essaye de te soutirer des informations. Mais il y a une chose par contre que je sais, c'est que ce que j'ai sous le nez, ça sent très très bon. Oui, tout à fait. Ce sont des petites choses que j'ai préparées pour toi parce qu'habituellement, j'ai toujours des petites choses à grignoter pour les consultants, pour accompagner le café ou le thé. Mais j'ai cru comprendre que toi, tu avais faim. Ouais, j'ai pas mangé. Voilà. Tu vois ici, tu peux commencer par le premier plat qui est à droite. Celui-là? Voilà, ce sont donc des plats méditerranéens, hein. Là, ce sont des pidets. J'ai découpé un petit peu en petits morceaux pour que tu puisses manger plus facilement. Et tu as deux sauces pour accompagner ça. La sauce au yaourt et la deuxième sauce, est-ce que tu reconnais? Je dirais que c'est du houmous. Voilà, très bien. Voilà, et tu as le plat principal. Donc, ce sont des poivrons séchés, farcis, que tu peux accompagner également avec Des les petites sauces, avec le citron. Et pour terminer, les petits desserts. Mon Dieu, mais je suis gâté. J'ai Des déjà petits goûté ça. baklava et des petits desserts avec des pistaches Je vais goûter ça, je vais la goûter pure. pures, Sans la sauce pour voir un petit peu la qualité du produit, n'est-ce pas? pour éviter de te tâcher également, hein. Excuse-moi. Mmh. Vive la Méditerranée. Excusez-moi, on fera une petite coupure au montage parce que je mâche. Mais alors voilà, de ce que j'ai cru comprendre, moi c'est un petit peu pareil, c'est aussi pour ça que je voulais t'en parler. Moi j'ai un grand besoin de liberté dans mon travail, dans ma vie en général, et Mhm. j'ai cru comprendre que la création des areas, c'était une envie de liberté de ta part aussi. L'idée de liberté, d'indépendance, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Vraiment, depuis très jeune, dès l'adolescence, c'était quelque chose d'important, d'essentiel pour moi. Être indépendant, c'est vraiment, c'est ça, cette idée d'être libre. Pour moi, le bonheur passe vraiment par cette liberté. Avec le temps, j'ai commencé un peu à étudier le marché des indépendants, justement, et le statut d'auto-entrepreneur, le statut Hmm. qu'on connaît tous, hein, l'EI, le SASU. Et finalement, je me suis intéressée un peu au portage salarial. D'accord. Ce qui m'a marqué, c'est que ce statut permet de garder l'esprit d'indépendant et également de bénéficier justement d'un cadre sécurisé. C'est hybride. Une convention collective existe. Nous avons également une garantie financière. Pour moi, c'était important pour justement protéger ce statut d'indépendant, mais de salarié en même temps. Et également tout ce qui est en matière de santé, protection sociale. D'accord. Voilà, j'ai compris vraiment qu'on pouvait être libre et en sécurité. Donc, je me suis plutôt concentrée sur ce statut de portage salarial. D'accord. Et quand tu dis en sécurité, parce que c'est quand même un modèle d'entreprise assez neuf, qu'en est-il de ce modèle? Est-ce que c'est quelque chose qui est en pleine expansion, qui est encore marginal? Alors, c'est pas si neuf que ça. Ça fait déjà plus de 20 ans que Ah ça oui, d'accord, existe. ok. Voilà, tout à fait. Et c'est un modèle qui est encore en expansion, en développement, au niveau national, Europe et même mondial. Ah ouais. Donc, c'est ce marché-là qu'on peut appeler un peu le marché des freelances. Il continue de grandir et on n'est toujours pas arrivé justement à cette phase de stagnation. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin profond, celui d'individus qui souhaitent organiser leur travail autrement. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai aussi commencé à réfléchir un peu sur le nom, le nom des aériens. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est très joli, mais c'est tout ce que je peux en dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ezeria, c'est vrai que trouver un nom de domaine, c'est pas simple. Et je me suis arrêtée sur un nom qui me parle beaucoup. Et justement, qui s'appelle Ezeria, mais qui ne s'écrit pas de la même façon. Moi, je l'ai modernisé. Donc là, Ezeria, A-E-T-H, E-R-I-A. Ok.
qui lui-même en fait est inspiré de l'éther, cette substance qui est invisible et selon certaines visions anciennes remplit l'univers. Mhm. Et là pour moi vraiment cette image représentait parfaitement les indépendants. C'est leurs compétences qui sont partout, un peu comme l'éther, diffuses, parfois même invisibles, mais elles font fonctionner le monde du travail. Donc Ezeria est né de cette idée qui est de donner un espace justement à ces compétences qui peuvent rassembler, circuler et créer justement cette valeur. Bon, moi je vais me lancer dans le poivron, si tu es d'accord. Bien sûr. Et pendant qu'on est dans le poivron, si j'ose dire, on parlait de liberté, on disait que pour tous les deux c'était très important. Est-ce que Ezeria, le portage salarial, le fait d'être salarié porté, offre cette possibilité entre équilibre professionnel et équilibre de la vie privée, si j'ose dire? Alors, pour moi, les deux doivent avoir la même qualité. C'est aussi pour cela que j'ai toujours imaginé le travail comme un espace où l'on peut être libre, respecté et aligné avec sa vie. Parce qu'au fond, notre travail ne devrait jamais être quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes. Alors, notre travail doit être aussi digne d'être vécu que le reste de notre vie privée, personnelle. Voilà. Oui, tout ce que tu me dis sur l'équilibre vie perso, vie pro, tu sais, ça me fait penser à une époque où tous les noms de métiers étaient masculins, parce qu'en fait, on avait une envie vraiment de dissocier la vie privée de la vie pro, et donc forcément, on n'avait aucune envie de rapprocher de soi, et donc forcément, on féminisait pas le nom des métiers, et en fait, on est plus rentré dans une époque, selon toi, où on peut rapprocher le métier de soi. Et c'est ça. Je trouve ça très bien. C'est tout à fait ça. En passant, le poivron est vraiment excellent. C'est épicé, c'est bon, c'est chaud dans la bouche. Plein de saveurs. C'est plein de saveurs. Alors oui, on a parlé d'équilibre vie perso, vie pro. Mais alors, concrètement, c'est quoi la vie d'un salarié porté tous les jours quand on est en relation, par exemple, avec quelqu'un comme toi pour gérer ses salaires, etc. Comment ça fonctionne? Donc on l'a vu un peu tout à l'heure, Oui. C'est un modèle qui est un peu hybride, ça permet d'être indépendant mais en même temps d'avoir ce statut protégé de salarié. Le consultant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit trouver ses missions. D'accord. Il doit négocier ses tarifs, donc c'est la partie indépendance. Il travaille donc en toute autonomie. Et c'est la société de portage qui, elle, va facturer donc le client, qui va transformer ce chiffre d'affaires en bulletin de salaire. D'accord. Voilà, donc ce salaire donne accès justement à ce système de protection sociale du salariat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés portés, ils cotisent à sa retraite, il va bénéficier d'une couverture de santé et d'une prévoyance en cas d'arrêt de travail, d'assurance chômage sous certaines conditions, et également des droits de congé. Donc congé maternité, congé payé. Ouais. Voilà, donc à la fin de chaque mois, un bulletin de salaire qui va faciliter parfois pour certains salariés portés au logement, à un crédit immobilier aussi. Et sur le plan administratif, pour un salarié porté, il n'a pas de structure à gérer. Finalement, c'est la société de portage qui gère sa comptabilité, sa TVA, ses déclarations, toutes les déclarations qui sont un peu complexes. Donc, il n'a pas besoin de piloter tout ça. Sur le plan juridique, les consultants sont encadrés justement par cette convention collective avec cette garantie financière qui sécurise les salaires. C'est donc un modèle qui permet de cumuler deux choses qui sont souvent opposées, la liberté d'indépendance et la sécurité du salariat. D'où l'idée en fait de rapprocher la vie personnelle de la vie professionnelle. Très bien. Le meilleur des deux mondes en tout cas. Très bien. Mais le portage salarial, c'est également un levier pour structurer une activité. En fait, on est là pour accompagner les consultants, pour qu'ils puissent comprendre un peu leurs droits, optimiser leur protection sociale et construire une trajectoire cohérente dans le temps. Parce que là, l'objectif, ce n'est pas seulement de travailler en indépendant, mais c'est de le faire de manière sécurisée et durable. Bon, en tout cas, on a fait
une espèce de vue panoramique de ce à quoi ressemble le portage salarial et concrètement à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours. Donc moi, ça me parle. Je me dis oui, effectivement, c'est très avantageux tout ça. Mais alors, la question que je me pose, mis à part les délicieux mets que tu nous mets à disposition lors du premier rendez-vous, ces magnifiques poivrons et tutti quanti, pourquoi Ezeria? Pourquoi on aurait envie de te choisir toi et ton entreprise plutôt qu'une autre? Parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. C'est parce qu'en réalité, en fait, un consultant n'a pas seulement besoin d'une structure pour facturer. En effet, on est plusieurs et on sait tous le faire. Il a surtout besoin de comprendre comment se positionner. Quand tu connais ta valeur, tu fais plus les mêmes choix. D'accord. Voilà, ce que tu acceptais avant, tu ne l'acceptes plus. Donc, tu n'acceptes plus 20% parce que tu sais que tu es à 100% de ta valeur. Donc, tu vas accepter des missions à ton niveau, qui correspondent à ton positionnement. Et toi, tu as cette particularité d'aider finalement le consultant à connaître sa valeur? On prend le temps de comprendre les personnes, leur parcours, leurs compétences, bien entendu. On travaille sur leur CV et surtout, on les aide à se repositionner correctement. Parce qu'un consultant qui comprend sa valeur se construit pas du tout de la même façon et ne voit pas sa trajectoire de la même manière. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. Quand j'ai créé Ezeria, je savais que ce serait le cœur vraiment de ce projet-là. Donc je ne cherche pas ou réclame pas la reconnaissance, mais je vais plutôt chercher de la fierté d'avoir une entreprise humaine et c'est mon moteur. Tout est organisé vraiment autour de ça. Donc l'accompagnement, la manière de travailler, les choix qu'on fait, c'est l'ADN d'Ezeria, ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que les consultants nous choisissent. Parce qu'ils ne viennent pas justement chercher qu'une solution, mais ils viennent chercher un cadre qui les aide à avancer au bon niveau. Pendant que je vais attraper un Black Lava. Ah, les trois. Voilà, celui-là il est aux amandes et le vert aux pistaches. Alors on va opter pour le Black Lava à pistache, qui est plein de miel, c'est incroyable. Très bien. T'as dit comment? Black? Black Lava? C'est pas black, c'est baklava. Baklava. Ah bah je suis nul. J'ai pas fait. C'est quelle langue du coup ça vient de quelle langue? Le baklava, ça vient de l'Empire ottoman. Ottoman, ok, ça marche. Je vais goûter ça. J'espère que les gens qui nous regarderont auront très faim après ça. Incroyable. Il y a tout ce que j'aime là-dedans, du miel, des pistaches. Alors, pendant que je t'écoute, la première chose moi qui me vient à l'esprit, c'est que moi dans ma situation par exemple de comédien, de metteur en scène, je me dis mais il faut déclarer un chiffre d'affaires conséquent pour commencer à penser à ce genre d'alternative, parce que j'imagine qu'avant c'est pas très intéressant. Alors c'est pas une question de chiffre d'affaires, pas du tout. Le portage salarial, il intervient vraiment à plusieurs moments pour un indépendant, un consultant. Donc le premier, on peut dire au début, quand on veut tester une activité sans forcément créer une structure, tout de suite. On a une mission, on a une opportunité, mais on ne veut pas se tromper de statut dès le départ. Et le portage permet justement de se lancer rapidement. En 24 heures, 48 heures, il est possible de commencer une mission. Tout en prenant donc le temps de réfléchir à d'autres statuts qui existent en France. Tu connais l'auto-entreprise, le URL, le IRL. Donc il faut un peu de temps pour comprendre tout ça. Alors que le portage salarial, ça permet justement de tester et de commencer rapidement. Donc ça peut être une des premières solutions, mais ça peut être aussi des indépendants qui sont déjà installés. Typiquement, les auto-entrepreneurs qui arrivent aux limites de leur statut. C'est-à-dire, il y a des seuils dans l'auto-entreprise et il y en a plusieurs. Fiscaux, j'imagine. Alors, il y a des seuils au niveau de la TVA, il y a des seuils de chiffre d'affaires qu'il ne faut pas dépasser. Donc, tout dépend si tu fais de la prestation de service ou de la vente. D'accord. Donc, tu vois, si je devais résumer à qui s'adresse principalement le portage salarial, ceux qui veulent tester leur activité, ceux qui sont en transition professionnelle, ceux qui changent de statut, ceux qui veulent sécuriser leur situation actuelle et ceux qui veulent continuer à travailler autrement. D'accord.
Voilà, donc tous ces profils-là, ils ont quand même un point commun. Ils cherchent à être autonomes et sans être seuls. Donc c'est là exactement que Ezeria peut intervenir avec ce statut de portage salarial. Ok. Ça m'a l'air très vaste, mais ça donne presque l'impression que c'est fait pour tout le monde. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Non, non, justement, c'est important de le dire. Il y a des profils pour qui c'est pas adapté. Donc, par exemple, ceux qui créent une entreprise avec une logique de développement, embaucher, structurer une équipe, construire une société sur du long terme, ce n'est pas possible dans ce cadre-là. De la même manière, une personne qui cherche uniquement à optimiser au maximum ses charges, sans se soucier de la protection sociale, ne trouvera pas forcément son intérêt dans le portage. D'accord. Il n'est pas non plus adapté à toutes les activités. Donc il y a certaines activités réglementaires, commerciales, ou avec la revente de marchandises, par exemple, ne peuvent pas exercer en portage salarial. Et puis, il y a aussi une question de posture. Le portage salarial s'adresse à des personnes donc autonomes, capables de trouver des missions, de gérer leurs relations clients, d'assumer une forme de responsabilité dans leur activité. Le portage salarial est particulièrement adapté à celles et ceux qui veulent être indépendants, tout en ayant justement ce cadre sécurisant. Pour résumer, c'est des personnes qui veulent construire une activité sérieuse, durable et alignée avec leur vie. Et c'est exactement ce que l'on recherche chez Ezeria. Et il y a quelque chose que je voulais te demander, parce que en fait, on se connaît, on travaille ensemble et on a eu des échanges réguliers sur ton entreprise pour pouvoir en parler sur les différents réseaux. Et comme je suis un garçon fier, je n'ose jamais te demander ce que ça veut dire ESS. Et du coup, tu me dis ESS. Moi, je dis oui, ESS, je comprends absolument rien. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de clarifier ce point-là. Mais écoute, on va prendre le temps de comprendre l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. D'accord. Et quelle importance ça a pour toi, du coup Alors, c'est important parce que je ne voulais pas créer une entreprise uniquement pour faire du chiffre. Je voulais créer une activité économique, certes, mais qui a aussi un impact humain. Donc l'économie sociale et solidaire permet justement ça, entreprendre, développer une activité, mais en gardant une finalité sociale. Donc chez Ezeria, l'objectif est simple, c'est permettre à des indépendants de développer leur activité sans être seuls et en restant ancrés sur son territoire. Donc, c'est entreprendre en créant de la valeur, mais aussi du sens. Ok. Comme ça, j'arrêterai de faire sans savoir ce que c'est. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire répondre à un besoin réel de la société ou d'un territoire. Donc, dans le cas des Ezeria, ce besoin concerne les indépendants. Beaucoup donc de professionnels veulent entreprendre, mais se retrouvent isolés, avec une charge administrative lourde et peu de sécurité. Donc le portage salarial, lui, va permettre de sécuriser l'activité des indépendants. Avec Ezeria, nous, on va aller encore plus loin. On est une structure de l'ESS, donc on crée un environnement où les indépendants peuvent aussi collaborer et mutualiser leurs compétences. L'utilité sociale, c'est simplement répondre à un besoin réel des personnes. D'accord, donc ESS, utilité sociale, tout ça ce sont des mots évidemment qui ont un sens pour toi, j'en doute absolument pas. Mais c'est vrai que quand on entend des chefs d'entreprise parler de jolis mots comme ça, ESS, utilité sociale, concrètement, on a l'impression que ça correspond à rien. Mais j'imagine que pour toi, ça a un sens très concret. C'est concret, oui. Puis la logique aussi, elle est différente. Dans une économie classique, on parle souvent de concurrence. Oui. Mais dans l'économie sociale et solidaire, on va plutôt parler davantage de coopération. Oui. Avec Ezeria, donc on ne cherche pas à remplacer les structures qui existent déjà. On travaille plutôt avec elles. D'accord. Donc avec des entreprises, avec les collectivités, des associations et également avec des structures de l'ESS. Donc l'idée, c'est de construire un écosystème qui soutient les indépendants. Donc, dans l'ESS, on préfère coopérer plutôt que de concurrencer.
Très bien. Donc chercher des complémentarités entre vous plutôt. C'est ça. Sur le terrain, on a quand même des entreprises qui doivent gagner de l'argent, donc ils ne sont pas en concurrence, c'est très bien, je trouve ça merveilleux, mais est-ce que c'est rentable à l'arrivée? Est-ce que c'est rentable? Alors l'idée, bien sûr que c'est rentable, mais c'est plutôt l'inverse que tu voulais dire. Tu voulais dire, je pense que c'est pas rentable. Mais ça, c'est une idée reçue. Je le sous-entendais fortement, si j'ose dire. Non, bien entendu, dans économie sociale et solidaire, il y a économie. Donc, elle doit être, bien sûr, viable économiquement. Elle génère des revenus, il y a un chiffre d'affaires, hein. Elle développe son activité et elle crée de l'emploi. Donc, la différence, c'est que l'argent n'est pas une fin en soi. Il sert d'abord à faire vivre le projet et à développer l'activité. Donc, notre modèle repose sur les frais de gestion du portage salarial et également sur de la vente de formation. Donc, dans l'ESS, l'argent est un moyen pour faire vivre le projet, mais pas une finalité. D'accord. Et je ne t'ai pas encore parlé de la gouvernance dans l'ESS. Ça, c'est une différence aussi, justement. Quand tu dis gouvernance, c'est les prises de décision? Voilà, tout Ouais. à fait, c'est Oui. ça, les prises de décision. Tu vois, la gouvernance, les structures de l'économie sociale et solidaire permettent aussi d'ouvrir cette gouvernance qui est participative à ses salariés. Donc nous, ce sont nos indépendants, nos salariés portés, s'ils le souhaitent, ou ils ont accès également justement au compte de l'entreprise. Ils peuvent participer avec nous aux réunions de conseil d'administration et ils peuvent également être actionnaires pour pouvoir voter et prendre des décisions. Donc ça, c'est une différence. Et ce qui permet aussi d'être connectés. Ils sont sur le terrain, ils sont en lien avec les entreprises de la région. Et du coup, ils sont connectés aux besoins réels du terrain. Donc, dans l'ESS, on entreprend rarement seul, mais on entreprend avec les autres. Oui, donc c'est très coopératif finalement comme façon de fonctionner. Oui, c'est très coopératif en effet, puis il y a une logique aussi de redistribution. Chez vous, l'argent n'est pas une finalité en soi. C'est ça. Mais quelle fin sert-elle? Justement, il faut la réinvestir. Dans la majorité, en fait, les bénéfices sont réinvestis dans le projet de l'entreprise. Donc il y a des règles dans l'ESS et elle peut être investie dans l'amélioration des outils, par exemple, dans l'organisation d'ateliers, dans des temps collectifs, dans le développement aussi de nouveaux services pour les indépendants. Donc une partie, c'est comme ça. Il y a une autre partie qui peut être remontée dans le bilan au niveau des réserves. Et donc dans l'ESS, la richesse qui est produite sert d'abord au projet, aux personnes qui font vivre justement la structure, aux salariés portés. Ouais. Okay. Avant qu'on parle de Calliope, parce que ça m'intéresserait quand même de poser quelques questions là-dessus, pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, comment tu ferais pour nous faire une petite conclusion en quelques mots? Sur Ezeria? Ouais. Ezeria, donc, c'est une entreprise qui permet aux indépendants d'entreprendre avec plus de sécurité, plus de coopération et plus de sens. Entreprendre seul ne veut pas dire avancer seul. Concis, net, précis, incroyable. Alors j'en viens à Calliope, grand sujet parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de créer des formations qui sont plus certifiées, en tout cas plus officielles dans ma compagnie de théâtre. Seulement je t'avoue que j'ai vu le dossier et j'ai pas eu envie de m'y coller. Et donc moi, si je suis comédien et que je deviens consultant chez Ezeria, je peux profiter de ce label Calliope pour donner des formations dans ce cadre. Voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation depuis peu sur le fait qu'un consultant, donc notamment toi, si tu souhaites proposer des formations qui peuvent être financées par des organismes publics, comme les OPCO ou autres, tu dois passer soit toi-même à être certifié, avoir ton numéro NDA, ou sinon tu peux justement être porté par Ezeria pour tes formations, puisque Ezeria est certifié Calliope. Donc tes formations peuvent être financées
par, comme je t'ai dit tout à l'heure, les OPCO, mais c'est France Travail ou encore d'autres dispositifs publics de Alors, chez formation. les intermittents du spectacle, il y a l'AFDAS, je ne sais pas si... Tout à fait, l'AFDAS, c'est exactement ça. Donc sans cette certification, l'AFDAS ne pourra pas justement te prendre en charge les formations de tes clients. D'accord. Et c'est pour ça que Ezeria fait le choix justement d'être Calliope pour donner l'opportunité à ses consultants de proposer des formations qualifiées, certifiantes. Voilà. Donc ça peut être également des bilans de compétences ou des actions de formation. Donc aujourd'hui, nous accompagnons des formateurs dans des domaines très variés, par exemple en pâtisserie, en maquillage professionnel, mais aussi en informatique, en architecture aussi. Voilà, ça peut être aussi des métiers un peu plus techniques, mais nous accompagnons déjà des formateurs qui ont besoin de Calliope. Donc c'est une évolution pour Ezeria qui est complètement naturelle. Parce que là, les indépendants, ils ne font pas seulement là du conseil, mais plutôt de la prestation de service. Beaucoup souhaitent aussi transmettre leurs compétences et former. Donc tu peux être un consultant IT, mais tu peux être également formateur en informatique. Donc Calliope permet, si on résume, aux indépendants de transmettre leur savoir dans un cadre qui est reconnu et sécurisé. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un consultant IT ? Les informaticiens. Les informaticiens, d'accord, pardon. Voilà. J'avais pas le vocable, excuse-moi. Bon, là, on a quand même abordé pas mal de sujets. Et c'est vrai que là, dans ma tête, j'ai une petite balance qui dit... Qui sous-pèse et qui fait pencher plutôt du côté portage salarial, évidemment, parce que tu es convaincante, donc naturellement, j'ai envie de te suivre. Simplement, quand je pense à l'auto-entreprise en France, je me dis, oui, en même temps, l'auto-entreprise, c'est assez simple. Est-ce que toi, tu as des difficultés que tu peux souligner par rapport à l'auto-entreprise ? C'est pas forcément des difficultés, c'est qu'on connaît pas très bien l'auto-entreprise. On peut être auto-entrepreneur, mais est-ce qu'on connaît chaque détail ? Le premier sujet là qui me vient en tête, ce sont les seuils du régime d'auto-entrepreneur. Parce qu'en prestation de service, il y a 2 repères qui sont importants. Le premier, c'est autour de 36 000 euros qui correspond au seuil de TVA. Le second, 77 000 qui, lui, correspond au plafond du régime de micro-entrepreneur. Et ce que j'observe très souvent, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs essaient de rester sous les 36 000 euros pour éviter de facturer de la TVA. Donc certains vont même jusqu'à refuser des clients pour ne pas dépasser ce seuil. Mais la vraie question reste toujours la même. Que reste-t-il réellement pour vivre ? Parce que sur le chiffre d'affaires, il faut, dans ce statut d'auto-entrepreneur, il faut donc enlever déjà 26% depuis janvier de 2026 de cotisations sociales. Puis après, il faut enlever toutes les charges de fonctionnement, comme les frais de déplacement, des achats de matériel, assurance ou location de bureau ou autre. Et c'est souvent à ce moment-là que les entrepreneurs commencent aussi à se poser des questions sur la manière de structurer leur activité. D'accord. Voilà, le vrai défi de l'auto-entrepreneur n'est pas de créer son activité, puisque c'est rapide en effet, mais c'est plutôt de réussir à vivre durablement avec ses seuils. Oui. Tu me dis qu'il y a des seuils en auto-entreprise, mais du coup, quelle est la différence par rapport justement à ces seuils qui sont limitants ? Et tu viens d'en parler, effectivement, c'est bien d'en parler. Mais quand on rentre en tant que salarié porté, est-ce qu'on a des seuils ? À quel point ? Ezeria, on ne propose pas de solution standard. Vraiment, chaque entrepreneur a une solution différente. Je peux me faire 4 entretiens dans la même semaine et je peux avoir 4 profils différents. Donc certains auto-entrepreneurs vont avoir peu de frais, d'autres vont en avoir beaucoup. Certains cherchent plutôt à développer leur chiffre d'affaires, d'autres ont besoin de sécuriser leur protection sociale. Certains travaillent seuls, d'autres commencent à répondre à des missions plus importantes. Donc notre rôle à nous, Ezeria, c'est de prendre le temps d'analyser l'activité dans son ensemble. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est regarder un peu une année complète. Donc je peux leur demander le chiffre d'affaires de l'année N-1. On regarde ensemble ses cotisations, on regarde ses frais professionnels, on regarde aussi sa structuration au niveau de ses clients avec qui il travaille, sa protection sociale, sa retraite en tant qu'auto-entrepreneur, où il en est.
Et également, on regarde sa charge administrative, comment il est organisé. Et là, on réalise aussi que l'entrepreneur est seul à gérer tout ça. Donc Ezeria, en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, notre objectif n'est pas d'imposer un modèle, mais plutôt d'orienter intelligemment l'entrepreneur en fonction de sa réalité. Donc la réalité, on le voit avec son année N-1. Chez Ezeria, donc, on ne propose pas un statut simplement de portage salarial, mais on analyse une activité et un projet de vie. Bon, en admettant que je sois auto-entrepreneur. Ouais. Ok, j'ai bien en admettant. Mais voilà, je suis très tenté, parce qu'il faut le dire, je suis très tenté de devenir salarié porté, mais que j'ai pas forcément envie de mettre les deux pieds dedans tout de suite. Est-ce que je peux garder un pied en tant qu'auto-entrepreneur et un pied comme salarié porté? C'est possible ça? Oui, c'est possible, mais dans certains cas. Donc, par exemple, un entrepreneur peut conserver certains de ses clients en auto-entreprise et réaliser d'autres missions avec Ezeria. L'idée est simplement d'organiser intelligemment l'activité. Parfois, après cette analyse, on constate aussi que certains entrepreneurs sont plus à l'aise en travaillant entièrement avec Ezeria parce qu'ils souhaitent davantage plus de sécurité ou de structuration. Alors tout dépend vraiment du projet, c'est ce qu'on a dit, et du rythme de développement de l'entrepreneur. Parfois, la meilleure solution n'est pas forcément de changer de statut, mais d'organiser intelligemment son activité. Est-ce que, pour donner un exemple, est-ce que tu as déjà reçu un auto-entrepreneur qui, après étude finalement de son cas, s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus intéressant pour lui de devenir salarié porté? Oui, là récemment, l'exemple qui me vient en tête, c'est la situation d'un entrepreneur qui réalisait à peu près en auto-entreprise 42 000 € de chiffre d'affaires annuel. Okay. Si elle reste en auto-entreprise, après les déductions de 26% de cotisation sociale, il lui reste environ 29 000 € avant impôt. Nous avons ensuite simulé la même activité en imaginant que c'est du portage salarial. Dans ce cas, elle percevrait environ 29 000 € de salaire net annuel. Et le remboursement de frais professionnels qui sont compris dedans. Donc l'écart entre les deux situations, les deux simulations que nous avons faites, est de 2 000 € sur 12 mois. Mais avec Ezeria, l'entrepreneur va bénéficier donc de ce statut salarié, d'une protection sociale complète, d'une retraite, plus une complémentaire, d'une prévoyance et toute la gestion administrative qui est prise en charge par Ezeria. Donc dans cet exemple, l'écart est de moins de 2 000 € par an, mais la sécurité et l'accompagnement changent complètement la manière de travailler. J'aimerais aborder un point, un gros sujet, il me semble, un point noir, si on peut appeler ça comme ça. Dernièrement, il est tombé le fait que les entrepreneurs et aussi les auto-entrepreneurs seront obligés, je pense, dès 2020, fin 2026, je crois, d'utiliser une plateforme électronique pour la facturation des clients. Ça. Tout à fait, oui. C'est un sujet qui est important, en effet. Les auto-entrepreneurs et toutes les entreprises doivent déjà gérer plusieurs contraintes, comme on a vu tout à l'heure. Je vais revenir sur la facture électronique, mais on a parlé du seuil des 36 000 € à peu près pour la TVA, le plafond du régime micro-entreprise pour la prestation de services de 77 000 €, plus donc les 26% de cotisation sociale, la gestion administrative, et maintenant, en effet, est arrivée la réforme de la facture électronique. Donc, à partir de septembre 2026, toutes les entreprises, y compris auto-entrepreneurs, devront être capables de recevoir des factures électroniques. Et à partir de septembre 2027, les auto-entrepreneurs devront aussi émettre les factures électroniques via justement une plateforme agréée. Donc concrètement, ça signifie quoi ? Utiliser des outils conformes, transmettre certaines données à l'administration et gérer un processus de facturation plus encadré. Donc pour certains entrepreneurs, cela reste gérable, mais d'autres, ça représente une complexité administrative supplémentaire. Donc, et c'est là que Ezeria, justement, propose
une solution. Donc toute la solution, donc gestion administrative, la facturation et les déclarations sont prises en charge. Et notamment la facturation électronique fait partie de notre service qui démarrera, comme tout le monde, en septembre 2026. Donc l'entrepreneur, là, en passant par Ezeria, il peut se concentrer sur son activité et ses clients. Donc entre les seuils de cotisation et maintenant la facturation électronique, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent à gérer de plus en plus d'administratifs. Si je comprends bien, si moi, en tant qu'auto-entrepreneur, je prends une mutuelle, une complémentaire santé, théoriquement, je suis couvert autant que quelqu'un qui est salarié porté. Alors, pas toujours. Et malheureusement, certains entrepreneurs découvrent le jour où ils rencontrent un problème de santé. J'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui avaient une mutuelle et une prévoyance, mais aucune protection quand ils sont tombés malades. Je vais m'expliquer. J'ai accompagné des indépendants qui sont venus me voir en me disant je suis tombé malade, j'avais une mutuelle, j'avais même une prévoyance, mais je ne bénéficie finalement d'aucune protection. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas les conditions nécessaires pour ouvrir leurs droits sociaux. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Par exemple, est-ce que tu savais que pour bénéficier des indemnités journalières, il faut avoir atteint un certain niveau d'activité, environ 150 heures de travail sur les 3 derniers mois ou 600 heures sur l'année. D'accord. Voilà, donc si tu n'as pas atteint ça, si tu n'as pas facturé en tant qu'entrepreneur ces conditions-là, et donc tu n'as pas le droit d'indemnité journalière. Donc tu tombes malade pendant un mois. Sans ces conditions-là, tu n'as pas d'indemnité. Et de plus, la prévoyance, normalement, vient compléter ces indemnités. Donc si tu n'as pas d'indemnité, tu n'auras pas également de prévoyance. Donc tu cotises finalement pour rien. Donc certaines protections ne peuvent même pas s'appliquer. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et justement, aussi dans le cas de l'ARE, donc l'assurance chômage, il existe également des conditions pour pouvoir justement prétendre à cette allocation. Ça, il faut les connaître également. Et c'est pour ça que chez Ezeria, nous sommes particulièrement attentifs à ces règles dans l'accompagnement des entrepreneurs. Notre rôle est de vérifier que leur activité leur permet justement de valider tous les droits sociaux, donc indemnité journalière, retraite, chômage, et de bénéficier réellement de leur protection. Certains entrepreneurs pensent être protégés, mais ils le découvrent, les règles, le jour où ils tombent malades. D'accord. Dans le même sens, est-ce que c'est possible qu'un auto-entrepreneur se retrouve à 64 ans à l'âge de la retraite en se disant c'est bon, j'ai cotisé pour la retraite, et puis en fait non, il n'y a pas de retraite ? Oui, alors c'est pareil, la retraite, c'est-à-dire qu'il existe en réalité des minimums à atteindre pour valider ces trimestres de retraite. Et beaucoup d'indépendants ne le savent pas. Alors, dans un statut salarié, y compris en portage salarial, il faut environ 7 200 € de salaire brut cotisé sur l'année pour valider 4 trimestres de retraite. En micro-entreprise, la logique est un peu différente. L'administration applique un abattement forfaitaire de 50% sur le chiffre d'affaires pour les prestations de services. Donc, pour atteindre ce niveau de revenu, il faut donc environ 14 200 € de chiffre d'affaires annuel. Donc, ce sont des règles importantes parce que certaines personnes pensent avoir cotisé pour leur retraite alors qu'elles n'ont pas atteint ces seuils minimums. Donc chez Ezeria, nous faisons très attention à cela. Dans notre accompagnement, nous vérifions que les indépendants atteignent bien les niveaux nécessaires pour valider leur trimestre. Voilà, afin d'éviter les mauvaises surprises. Et tu parles d'une mauvaise surprise. Ouais. Et en fonction du statut, auto-entrepreneur, etc., est-ce qu'il peut même y exister une variabilité de montant dans les pensions elles-mêmes ? Est-ce que quelqu'un qui a eu plus ou moins la même carrière, plus ou moins le même temps de travail, peut avoir une pension retraite qui est différente d'un autre qui n'a pas eu le même statut que lui ? Oui, c'est un point essentiel. Donc on va imaginer 2 personnes qui ont exactement le même niveau d'activité. Donc par exemple 42 000 € de chiffre d'affaires par an pendant 25 ans. Le premier travaille en micro-entreprise,
Donc le second exercera la même activité, mais sous le statut de portage salarial. Dans le premier cas, la retraite est calculée, comme on a vu auparavant, sur un revenu après abattement. Donc sur une base plus faible en auto-entreprise. Dans le second cas, donc portage salarial, la retraite est calculée sur le salaire brut cotisé, avec une retraite complémentaire, en plus. Et sur une carrière complète, cette différence peut être très importante. Alors, dans de nombreux cas, pour le même niveau d'activité, la pension de retraite peut être plus que doublée entre les deux activités, les deux statuts. Doublé, carrément. Doublé, c'est-à-dire quelqu'un qui a 900 € en auto-entreprise, en portage salarial, il peut être à 1800 pour le même chiffre d'affaires. Effectivement. Alors, c'est pour cela que le choix du statut ne doit pas être uniquement en regardant le chiffre d'affaires ou les cotisations du moment. Il faut aussi regarder les droits que l'on construit pour l'avenir. Donc les cotisations que l'on fait aujourd'hui construisent la retraite que l'on aura demain. Et ça fait réfléchir, oui. Entre l'auto-entrepreneur qui faisait ses 42 000 € de chiffre d'affaires, puis qui trouvait que 2 000 € de différence entre le fait d'être salarié en tant que salarié porté ou le salaire qu'il touchera en tant qu'auto-entrepreneur, et le fait que l'ouverture de droits pour la pension retraite passe du kit au double, enfin, je veux dire, c'est assez fou. Ouais. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que j'ai pris le même exemple de 42 000 €. Ouais. Ouais, c'est très parlant. C'est très parlant parce que c'est très contre-intuitif, mais c'est pour ça que je prends le temps justement de faire un tableau prévisionnel. On regarde ce qui s'est passé l'année dernière. On simule en imaginant que ce soit le portage salarial. Donc, comme j'ai expliqué aussi, attention, chaque cas est différent. Et ce qui permet parfois de se dire, mais finalement, il n'y a que 2 000 € d'écart pour le même chiffre d'affaires en auto-entreprise en portage salarial. En imaginant les 42 000 € de chiffre d'affaires, et qu'avec ces 42 000 € de chiffre d'affaires, on travaille 25 ans, à la fin, la retraite est du simple double, tout à fait. Et ça, je l'ai réalisé, là, je ne l'ai pas réalisé réellement, mais c'est un cas réel. Un cas concret. Concret. Ouais. Donc, d'un côté, tu as un régime fiscal, entre guillemets, et de l'autre côté, tu as des droits. Et c'est vrai que faire le lien entre les deux, c'est pas forcément évident quand on n'est pas de la partie. Il faut être accompagné par une personne qui va justement prendre le temps de connaître son positionnement, la position de l'entrepreneur, et de voir comment il peut se projeter pour les années futures. Et sécuriser son activité, déjà de pouvoir vivre de son activité, mais également sécuriser toute la partie statut salarié, social, santé, retraite. Et donc Ezeria, justement, parce qu'elle se positionne comme une organisation de l'économie sociale et solidaire, souhaite prendre ce temps pour accompagner au mieux l'indépendant. Donc c'est une manière de reprendre sa vie en main. Donc comme on a dit tout à l'heure, nous n'avons qu'une seule vie. Et le travail en occupe une grande partie. Donc autant construire un travail qui nous ressemble, qui respecte notre équilibre et qui nous permette d'avancer avec confiance. Entreprendre, ce n'est pas seulement travailler autrement, c'est choisir la vie que l'on veut vraiment vivre. Tu m'as dit un truc tout à l'heure dans la voiture. Tu me disais que c'était pas forcément très judicieux que de miser sur une seule activité, d'être en CDI, de se dire que tout allait bien parce qu'on était en CDI. Oui, c'est vrai qu'on nous a toujours appris ça, qu'il fallait choisir un seul métier, une seule voie. Mais dans la réalité, beaucoup de personnes ont plusieurs talents. Et aujourd'hui, je vois des parcours extraordinaires. J'ai accompagné par exemple un ingénieur thermique qui a également une deuxième activité de boulangerie solaire. Ah oui. Voilà. Il garde une activité intellectuelle en prestation et en parallèle, il a créé une activité artisanale qui le passionne. Je vois aussi des informaticiens qui sont maraîchers en deuxième activité, des consultants qui animent des ateliers culturels ou encore des personnes qui gardent un temps partiel en CDI dans une entreprise et développent leur activité de conseil à côté. Donc la réalité de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ça, des parcours hybrides, créatifs et profondément personnels. Donc on nous a appris à choisir un seul métier, mais certains entrepreneurs sont faits pour vivre avec plusieurs métiers.
D'ailleurs, Thibaut, tu es bien placé, toi, pour... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, mais oui, oui, Ouais, oui, tout oui, à oui. fait. Puisque je suis à la fois, comme tu dis, dans un métier intellectuel ou artistique pour ma part, et j'ai aussi une activité de maraîcher à côté. Donc effectivement, je réponds complètement au, au côté hybride dont tu parles. Et si tu avais un petit conseil à donner à tous les entrepreneurs qui ont envie de se lancer là en ce moment, euh, c'est quoi la question qu'on doit se poser quand on veut devenir entrepreneur? Beaucoup d'indépendants passent leur temps à se demander, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est vrai qu'avec les années, j'ai compris que la vraie question est différente. Elle est plutôt qui dois-je devenir pour attirer les bons clients? Donc je l'ai beaucoup observé lors d'événements APEC, hein, par exemple, ça peut être un exemple ou autre, des personnes qui ont été salariées pendant 10, 15 ou 20 ans et qui deviennent indépendants. Donc changer d'activité, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est changer de posture, passer de salarié à entrepreneur. C'est un vrai travail intérieur. La vraie question n'est pas quoi faire, mais qui devenir. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour et si on devait conclure par rapport à notre expérience du début, de savoir si un rendez-vous avec Ezeria est effectivement convaincant, ça l'est effectivement, je te propose qu'on s'arrête là et qu'on on pioche un petit peu dans ces merveilles. D'ailleurs, j'aimerais bien te voir manger quelque chose parce que ça commence à m'inquiéter. Le bon empoisonneur mange toujours en premier. Je t'accompagne. C'est Allez, c'est gentil. parti.